Bonjour tout le monde, ça commence à arriver pour la session de Mohamed Qureshi. Un super plaisir d'être avec Mohamed, qui était sur la session des User Group tout à l'heure, donc qui est un des co-leaders du AWS User Group Bamako, qui est également Pre-Sales Solution Architect chez Datadog, donc dans l'écosystème de tout ce qui est observabilité. Et justement, ça tombe bien, sa session, c'est les différentes facettes de l'observabilité dans le cloud. Donc, je suis super ravi de t'avoir, Mohamed, aujourd'hui pour cette session. Et juste pour rappel, avant de passer la main à Mohamed, euh, la session, effectivement, elle est enregistrée et puis elle est streamée en direct sur YouTube pour ceux qui nous suivent depuis YouTube. Si vous avez des questions pour ceux qui sont dans la session, vous pouvez les poser soit dans le panneau chat, soit dans le panneau questions-réponses. C'est encore mieux. Et puis, Mohamed a la vision sur les questions, donc il pourra répondre en temps réel, ou en tout cas à son rythme. Voilà, ravi de vous avoir. C'est la dernière session avant la session de clôture, donc très important. En plus, ça parle d'observabilité, encore plus important. Donc, Mohamed, je te passe la main. Excellent. Déjà, merci beaucoup Amadou pour l'invitation et l'introduction. Ça fait très très plaisir d'assister à cette conférence. Euh, Déjà, bon, je vais commencer du coup. Un mot rapide sur moi. Je m'appelle Mohamed Kouressi. Je suis malien d'origine, actuellement basé en France. Je travaille chez Datadog en tant que solution architecte, plutôt orienté sur la partie avant-vente. J'ai passé voilà quelques certifications sur AWS et de manière un peu plus générale sur d'autres clouds aussi. Avant d'être pre-sales chez Datadog, j'étais ingénieur DevOps dans une banque et comme Amadou l'a dit, je suis l'un des co-leaders du groupe AWS Bamako. Euh, voilà, si jamais vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, ce sera avec plaisir que j'accepterai. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'observabilité. Pourquoi est-ce qu'on parle d'observabilité? euh, On a assisté à pas mal de sessions tout au long de la journée qui parlent de beaucoup de choses, qui parlent par exemple de machines virtuelles, de containers, de fonctions serverless, et ainsi de suite. Et en gros, là aujourd'hui, les entités deviennent de plus en plus petites. Là, on a des fonctions, mais demain, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et tout ça génère pas mal de complexité pour les équipes qui veulent s'assurer que tout se passe bien. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font face à la difficulté d'observer comment est-ce que leurs applications, leurs services tournent. Et ça peut avoir un impact assez négatif sur le business, voilà, en termes financiers. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'observabilité, de voir ensemble, voilà, de quoi ça parle, de voir quelles sont les différentes facettes voilà, qui sont prises en compte. Okay. J'ai oublié de le dire au début, mais l'idée, c'est de faire en sorte que la session soit interactive. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le chat. Je vais essayer de garder un œil dessus. Du coup, voilà. Ça va faire en sorte que ce soit un peu plus intéressant pour tout le monde. Donc, un peu par rapport à Datadog. Datadog a commencé en tant que solution de monitoring infra. Voilà, on est vraiment l'un des piliers dans ce domaine. Ensuite, on s'est généralisé un peu plus, voilà, vers tout ce qui est monitoring application, tout ce qui est log management, et puis pour la partie front-end aussi. Le but principal, c'est de permettre à différentes équipes, on a des équipes Ops, des équipes de développeurs, des équipes de sécurité, et même des équipes business, qui vont pouvoir agréger toutes leurs données au même endroit, et vont pouvoir collaborer plus facilement. Le but étant de faire en sorte d'accélérer les équipes lors de troubleshooting. Par exemple, si jamais il y a un problème qui impacte nos clients, le fait de pouvoir voilà, le détecter plus rapidement et de minimiser l'impact sur ces clients-là. Pour parler d'observabilité, je vais essayer de rendre la chose un peu concrète. On va se mettre dans la peau d'une startup dont le but, voilà, c'est de lancer un nouveau produit et qui dit lancement d'un nouveau produit dit forcément voilà besoin de savoir si le service est up, down, si jamais il y a des problèmes. Okay.
Donc, l'idée de notre startup, c'est en gros un site d'e-commerce. Il y a un site et en même temps, il y a une application mobile qui est associée. L'idée, c'est que les gens peuvent se connecter sur l'application et vont potentiellement acheter des choses sur notre site et sur notre application. Donc, typiquement, si on se fixe ça comme but, l'un des problèmes qui peuvent se passer, c'est justement, admettons que on ait des milliers de clients et que aucun aucun client n'est capable de payer sur un site. Ça peut avoir un effet business qui est vraiment mauvais et même voilà sur l'image de la startup. Donc pour éviter ça, donc on a un CTO qui est absolument fantastique, qui s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir observer nos différents services et faire en sorte que si jamais il y a un problème, non seulement qu'on puisse être alerté, voilà, pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais encore mieux, d'être capable de retrouver exactement, de comprendre le comportement qui s'est passé. Okay. Ça, c'est le but qu'on s'est fixé. C'est un but qui est assez challengeant. D'ici quelques minutes, on va voir si on arrive à résoudre ce problème. Du coup, ça, c'est typiquement une phrase que beaucoup d'entreprises vont se poser. C'est, voilà, typiquement, j'ai lancé mon service. Je n'ai aucune visibilité dessus. Comment est-ce que je vais savoir si les clients ont accès à mon site? La première brique de observabilité, c'est tout ce qui est métrique. Okay? Donc, si c'est un terme qui vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vais commencer déjà par définir ce que c'est qu'une métrique. Donc, comme je l'ai dit, c'est seulement l'une des briques de l'observabilité. Il y en a aussi d'autres qui vont venir par la suite, qui vont nous donner pas mal de visibilité sur d'autres aspects. Mais d'abord, déjà, parlons de métriques. Au sens de Datadog, donc je parle au nom de Datadog aujourd'hui, mais ça, c'est une définition qui est assez standard, peu importe la solution d'observabilité que vous utilisez. Donc, une métrique, en gros, c'est une combinaison de tous ces éléments-là. Donc, déjà, il y a un nom pour la métrique, en général, qui commence par un préfixe. Là, typiquement, voilà, c'est une métrique système. Ça peut être typiquement le CPU de notre machine. On a ce nom-là. Ensuite, on a une valeur qui est associée. Typiquement, ça peut être 90% pour le CPU. Ça peut être la latence pour accéder à un service. Ça peut être beaucoup d'autres choses encore. Et à chaque fois, il y a un timestamp qui est là. Donc, c'est un point dans le temps qui va nous dire que voilà, on a collecté telle information à tel moment dans le temps. Vous allez savoir exactement la raison pour laquelle c'est intéressant. Mais, spoiler, c'est en gros pour pouvoir avoir une vue historique de la métrique. Et puis enfin, il y a tout ce qui est tag, en gros des dimensions aussi, si vous êtes familier avec AWS, qui sont ajoutées. Il y a pas mal de dimensions qu'on collecte par défaut, pas mal d'interactions qu'on a, typiquement tout ce qui est AWS, GCP, Azure, ainsi de suite. Mais vous pouvez encore voilà, définir vos propres tags qui sont custom. Et du coup, typiquement, un tag, un exemple peut être le tag équipe, le tag service, et ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est comment est-ce qu'on définit une métrique. Vous allez voir des exemples sur les dashboards que j'ai inclus, mais voilà, ça c'est la définition standard. Quoi. Pourquoi est-ce que cette métrique-là est intéressante? Le but, justement, c'est de collecter tout un tas de mesures comme ça au fil du temps pour pouvoir nous informer sur l'état de nos différents services. Si vous êtes familier avec Docker, ça c'est un dashboard par défaut que vous allez avoir avec Docker, avec l'intégration Docker que nous avons. Là, typiquement, on a des informations sur le nombre de containers qui sont up, down. On a des métriques sur le CPU, sur la mémoire, sur les aspects réseau, ainsi de suite. Et l'idée, c'est que chacune de ces métriques-là va venir nous renseigner sur un aspect en particulier de notre service. Donc, ça peut être une information au niveau infra, une information au niveau applicatif, au niveau front-end, back-end, ainsi de suite. Okay? Donc, ça, c'est juste un exemple de dashboard que vous allez avoir. Comme je l'avais dit plus tôt, il est très, très utile de spécifier un timestamp pour la valeur d'une métrique. La raison pour laquelle c'est important, typiquement, si on a le CPU ici et qu'on se rend compte que à
14h45, le CPU est à, admettons, 90%. Comment est-ce qu'on peut savoir si cela est normal ou pas? On est capable, enfin, on a forcément besoin de savoir quel était le comportement historique de cette métrique-là pour ensuite décider ou pas. Décider si oui ou non, si la métrique a une anomalie ou pas. Okay. Du coup, maintenant, la raison pour déjà, peut-être que là, vous avez quelques exemples. Mais je vais donner des exemples vraiment concrets parce qu'on est toujours dans le cadre de notre startup. Au début, voilà, on s'est fixé des challenges. Comment est-ce qu'on va pouvoir observer notre application, notre service pour savoir si ça se passe bien ou pas? Google a répondu à la question pour nous. Il y a un livre de SRE, en gros, c'est le SRE Book de Google, qui parle de 4 métriques qui sont vraiment essentielles pour avoir une visibilité sur la santé de vos applications. Donc, ces 4 métriques-là sont la latence, en gros, le temps qu'on prend à chaque fois pour accéder à notre service. Ensuite, il y a le nombre d'erreurs. Des fois, c'est en absolu, des fois, c'est en termes de pourcentage. Par exemple, si on envoie un ensemble de requêtes sur notre application et que, admettons, 10% de ces requêtes-là sont faites, typiquement, ça veut dire quelque chose. Potentiellement, on va vouloir prendre une action pour résoudre le problème. La troisième métrique, c'est le trafic. En gros, on veut savoir, on veut mesurer la charge de nos différents serveurs et enfin la saturation. Donc, typiquement, chaque service a un usage bien particulier et il y a certains services qui peuvent être saturés des fois. Si on suppose qu'on a un service qui correspond à une base de données, si notre base de données est saturée, typiquement tous les autres services qui vont faire appel à ce service de base vont être impactés aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc Google nous assure que si on a une visibilité sur ces 4 métriques-là, qu'on appelle des signaux d'or, en anglais les golden signals, ça, c'est des choses qui vont énormément nous aider. Okay. Alors, maintenant qu'on a cette visibilité sur ces 4 métriques-là, donc comme je vous l'avais dit, on a une visibilité sur la santé de nos différentes applications. On sait, on connaît un peu l'évolution de ces services-là au fil du temps, et on sait si le service a une anomalie ou pas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, on a des erreurs qui proviennent de notre application. On a énormément d'erreurs qui sont en cours. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour investiguer ces erreurs-là, pour comprendre déjà ces erreurs, et ensuite pour essayer de trouver une solution. Du coup, c'est là où on va avoir besoin de parler du deuxième pilier de l'observabilité chez Datadog, et c'est les logs. En gros, les logs en français, les journaux, c'est chaque fois qu'un client va effectuer une action sur notre site, on va écrire une ligne, en gros, une ligne de journal qui va dire, OK, l'utilisateur a effectué ci, sur tel service, à tel endroit, etc. L'idée, c'est que chaque serveur qu'on a qui héberge notre application va avoir ses propres logs. Et typiquement, si vous utilisez le cloud de AWS, par exemple, si vous avez des dizaines, des centaines de machines, ça peut être assez fastidieux de se connecter sur chaque machine à chaque fois pour repérer quels sont les logs qui sont générés à un instant T et ensuite corréler ça avec le reste. Ça, c'est une solution qui est quasiment impossible. Et du coup, on a besoin d'une solution centralisée qui va nous permettre d'agréger l'ensemble des logs qu'on a. Évidemment, il y a le service CloudWatch Logs qui répond à ce besoin-là. Mais je vais montrer quelques fonctionnalités que Datadog fait différemment. Okay. Donc là, typiquement, si vous avez, comme je l'avais dit, un ensemble de serveurs, de containers ou même de fonctions lambda qui font tourner vos différents serveurs, ces logs-là seront collectés. Et ensuite, en supposant que vous avez mis en place les mécanismes pour collecter ces logs-là et les envoyer chez Datadog, vous allez les voir sur une vue ici, comme celle-ci, qu'on appelle la Lifetail. En gros, c'est une vue temps réel de l'ensemble des logs que vous avez qui sont générés de votre environnement. Dans le cas de notre startup, quelqu'un effectue un service, un paiement,
Et du coup, donc, il y a différents services qui sont impliqués. Typiquement, on va avoir un service qui va s'occuper de tout ce qui est authentification, un autre service qui va s'occuper de, voilà, de traiter le paiement, on va stocker le résultat en base de données, etc. L'idée, c'est que chacun de ces services-là tourne probablement sur des dizaines de serveurs différents, de containers différents, de fonctions différentes. Et il peut être voilà, difficile de faire des corrélations. Donc l'idée ici, c'est que voilà, on va vous donner une visibilité qui va vous permettre d'agréger vraiment voilà tous ces logs-là au même endroit, de façon à ce que typiquement, si quelqu'un effectue un paiement, que vous puissiez filtrer seulement en utilisant son user ID ou son email, par exemple. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact positif sur nos process, parce que si on est capable de faire ça, ça veut dire qu'on est capable de détecter les problèmes plus rapidement, parce qu'on est capable de faire un focus sur vraiment le user qui est impacté. Il y a une autre vue qui s'appelle les log patterns, qui est très, très intéressant. Le problème qu'on essaie de tacler ici, c'est que, OK, on a, voilà, dans ce cas-là, on a énormément de logs qui sont générés, comme on peut le voir, plus de 15 000 events par seconde. OK? L'idée, c'est que ces logs-là peuvent avoir un volume assez conséquent. Des fois, il y a beaucoup de clients qui génèrent plusieurs gigabytes voilà, de données par jour. Et vous pouvez vous perdre assez facilement à travers ce volume de logs. Et l'idée, c'est que ça, c'est une vue qui vous permet de déjà pré-mâcher ce volume-là, de façon à ce que ce soit plus simple pour vous de les garder. Okay? Donc là, typiquement, Datadog va jeter un coup d'œil sur ce volume de log. Donc là, on peut voir qu'il y en a plus de 5 millions sur juste une période de temps de 15 minutes. L'idée, c'est qu'il va automatiquement trouver des patterns parmi ces logs-là. Et ensuite, les patterns qui seront soulignés. Et du coup, donc, là, moi, je peux dire que, OK, je suis intéressé par une erreur d'authentification. Donc, je vais pouvoir filtrer seulement sur ce pattern-là. Donc là, typiquement, ça peut me permettre de mettre tout le reste de côté. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui peut faire gagner énormément de temps par la suite. Alors, j'ai une question de la part de sudo.su qui dit comment les logs peuvent-ils contribuer à l'observabilité dans le cloud? Quels sont les avantages de l'observabilité dans le cloud? OK. Donc, sudo.su, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez. La différence principale entre voilà déjà la première question, c'est comment est-ce que les logs peuvent contribuer à avoir une meilleure observabilité. C'est en gros, si on se base juste, voilà, si on suppose qu'on n'a pas de solution de monitoring ou de log management et qu'on veut investiguer. Admettons qu'un client nous contacte, nous dit qu'il a un problème. Et admettons que notre application tourne sur une machine virtuelle et que, voilà, on utilise le langage Java pour développer l'application. Alors, la question qu'on va se poser, c'est, OK, le client a un problème, on va vouloir filtrer sur le client en question. Okay. Et sans log, c'est quasiment impossible de le faire. Parce qu'on peut se connecter sur la machine, on peut essayer de voir un peu le CPU pour savoir, voilà, est-ce que le CPU est élevé. Peut-être que ça peut overloader le serveur et du coup, ça peut avoir des impacts sur le client. Mais si on n'a pas les logs, c'est quasiment impossible de filtrer vraiment sur ce que le client a vu à ce moment-là. Par rapport à la deuxième question, en gros, les avantages de l'observabilité dans le cloud vis-à-vis, en comparaison aux solutions traditionnelles, c'est que si vous avez des solutions traditionnelles, vous allez être obligé de typiquement vous connecter en SSH. Donc déjà, il y a un problème de sécurité qui se pose. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont avoir des besoins de troubleshooting vont avoir accès à un accès SSH sur le serveur. Donc d'un point de vue sécurité, c'est pas top. Et l'autre problème, surtout du coup qui est un problème de productivité, c'est que ça va prendre énormément de temps avant de pouvoir trouver quelle est la source ou voilà quelles sont les sources des problèmes auxquels vous faites face. Donc j'espère que c'est clair l'explication. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc on a vu cette vue-là qui nous permet de
d'avoir pas mal d'informations sur vraiment tout ce qui se passe. Et maintenant, donc, on a un meilleur niveau d'investigation que d'habitude parce qu'on a les métriques, on a les logs. Donc, grâce à ces deux-là, on est capable de dire que un tel, voilà, le CPU a été élevé à ce moment-là, du coup, ça a impacté sur, voilà, le client. On est capable de filtrer sur quel client c'était et de voir les requêtes seulement de ce client-là et de voir exactement, voilà, quelle était la réaction de l'ensemble des services. La question maintenant qu'on se pose, c'est, OK, on a une erreur de latence. Typiquement, quelqu'un essaie de cliquer sur le bouton paiement. Le problème, c'est que le bouton paiement tourne à l'infini ou prend 30 secondes avant de refresh la page. Ça, je pense que, voilà, on le sait tous, ça peut nous faire perdre des clients puisque les clients auront une expérience utilisateur très, très mauvaise. Du coup, ils vont aller voir chez le concurrent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et si on veut cette visibilité au niveau applicatif, c'est là où le troisième pilier de l'observabilité entre en jeu. Et c'est un pilier qu'on appelle le tracing. Si vous êtes familier, il y a d'autres noms. Par exemple, l'un des noms qu'on utilise souvent, c'est l'APM, Application Performance Monitoring. L'idée de ça, c'est que ça va vraiment offrir cette visibilité complémentaire qui nous manquait avec juste les métriques et les logs. En gros, c'est cette visibilité au niveau applicatif de l'ensemble des services, de leur interaction et voilà, qui va nous permettre d'aller vraiment jusqu'au niveau code pour savoir quelle est voilà, quelle est la partie du code qui prend le plus de temps. Du coup, à chaque fois, vous allez avoir typiquement une petite instrumentation à faire. Donc, ça se passe au niveau code. Ça se passe par l'injection d'une librairie que Datadog développe dans votre application. Cette librairie-là va générer les traces, les envoyer à un agent voilà, qui est typiquement à côté, qui va ensuite transférer les informations à notre backend. Et ensuite, si vous vous connectez sur la plateforme, vous allez avoir toutes les données qui sont collectées. Je vais montrer un exemple voilà, d'une page Datadog qui montre justement cette visibilité applicative. Mais voilà, ça c'était juste comment est-ce que ça se met en place. Et là, typiquement, on a une vue qu'on appelle la time graph, donc qui nous montre exactement quel est le service qui prend le plus de temps pour traiter la requête. Donc là, typiquement, on peut savoir que le service d'authentification a pris 82% du temps total. Et ça, typiquement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Ensuite, si on est intéressé par plutôt des erreurs, on peut voir à chaque étape quelle est l'erreur qui a été crashée et on peut voir l'ensemble des services et comment est-ce que chaque service a interagi. Là, typiquement, on peut voir que telle requête a été envoyée à notre base de données. Typiquement, avec des solutions standards, vous n'allez pas avoir accès à ce genre d'informations. Donc, juste avec le produit tracing, vous avez une visibilité de bout en bout de tout ce qui s'est passé entre le moment où le client a effectué un paiement jusqu'au moment où voilà, la requête a été stockée en base. Il y a Ahmadou Bamba Djani qui pose la question de savoir comment peut-on faire de l'optimisation de coûts à travers ce concept d'observabilité. Alors, si vous êtes intéressé par l'optimisation de coûts, c'est plutôt la partie latence. On a toujours dans la catégorie de tracing, on a un produit qui s'appelle le profiling. En gros, c'est le profiler. Pour les développeurs qui sont dans le call, typiquement, si on a une latence élevée qui prend, admettons, on a des bases de données qui sont là, qui prennent plusieurs secondes à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qui va se traduire par des coûts élevés. Parce que typiquement, on aura besoin de plus de performance et du coup, on va acheter plus de serveurs, et ainsi de suite. Et donc, pour éviter ça, si on a un profiler, ça va nous dire, par exemple, à chaque fois, quelle est la partie du code, quelles sont les fonctions, quels sont les threads, quels sont les packages qui prennent le plus de temps pour traiter les requêtes en moyenne. Et du coup, donc, en tant que développeur, on va vouloir optimiser ces fonctions-là. Par exemple, si on se rend compte que toute la latence qui est générée à chaque fois provient d'une fonction en particulier, on peut aller optimiser cette fonction-là. Et là, typiquement, ça va faire baisser la consommation du serveur applicatif
Et si jamais il y en a, voilà, des dizaines, des centaines, ça peut, voilà, se matérialiser sous forme de réduction de coûts, typiquement. Je ne sais pas si ça fait sens, Ahmadou. Si ça ne fait pas, vous pouvez me tenir au courant. Du coup, donc, il y a d'autres vues encore qui donnent cette visibilité toujours vraiment au niveau service. Pour chaque service, on sait combien de temps ça va durer. On a, voilà, cette vue plutôt haut niveau qui est là, qui nous montre l'ensemble des dépendances entre les différents services qu'on a. Si on a admettons, voilà, si on est dans un environnement de microservices, ça, c'est une vue qui peut être vraiment sympa, puisque elle nous dit exactement quel est le service qui est impacté. Impacté étant, voilà, un taux d'erreur élevé, une latence élevée, tous les types de problèmes que vous pouvez avoir. Et ça, c'est une service map qui est un peu plus complexe. Et du coup, voilà, typiquement, ça, c'est le genre de map que les plus grosses entreprises peuvent avoir. Et nous, par exemple, chez nous, on a l'un des clusters Kubernetes les plus gros qui existent vraiment dans le monde. Et voilà, ça peut donner ce genre de choses si vous avez un environnement aussi complexe. Et puis enfin, voilà, si jamais vous avez des erreurs, vous pouvez retracer exactement la map. Vous pouvez savoir quels sont les services qui ont traité la requête en question et quels sont les services qui sont en erreur. Et vous pouvez voir exactement l'erreur en question qui a été crashée. Et ça, pour un développeur, c'est juste une mine d'or parce que voilà, ça peut lui permettre de retrouver les problèmes et ensuite de les résoudre. OK, maintenant, grâce à ces trois piliers de la stabilité, on a parlé de métrique, on a parlé de log, et on a parlé de traces. Grâce à ces trois piliers, on est capable de comprendre comment est-ce que nos applications se comportent d'un point de vue back-end. Alors, on a une visibilité totale sur les serveurs, on a une visibilité totale sur les applications back-end, et on sait exactement filtrer sur les attributs qui nous intéressent dans les logs. Mais la question étant, OK, admettons, on a lancé notre application en Afrique de l'Ouest, ça a fait un carton, et on se rend compte que les gens qui vivent au Brésil ont exactement le même type de problème et seront intéressés par l'application aussi. Du coup, on va vouloir lancer l'application au Brésil, sauf que le problème, c'est que on n'a aucun moyen d'être sûr si les gens qui sont au Brésil ou même partout ailleurs dans le monde ont à peu près la même expérience que voilà les utilisateurs qui sont en Afrique de l'Ouest. Et ça, typiquement, c'est un vrai problème. Et ça, c'est l'endroit où on a cette notion-là qui s'appelle le synthetic testing, qui nous permet en gros de dire que, OK, on a différentes parties du monde qui utilisent notre application. Admettons, on a une application qui est populaire en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine, un peu en Asie aussi. On veut savoir quelle est la région qui a la meilleure expérience, ou encore mieux, quelle est la région qui a la pire expérience, pour qu'on puisse améliorer leur expérience. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle on a les tests synthétiques. Donc, on peut le voir ici, on spécifie soit des API, soit des sites web directement, qu'on va venir ensuite tester à intervalles réguliers de temps pour se rendre compte, OK, quel était l'état de mon API, de mon site web depuis, admettons, le Brésil. OK? Et ensuite, on va à chaque fois avoir des rapports correspondants. Et l'idée, c'est que on peut faire des analyses par la suite pour savoir que, OK, en moyenne, on a un uptime de 49%. En gros, ça veut dire que on a une chance sur deux d'avoir une requête, une bonne requête, et une chance sur deux que la requête échoue. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre des clients parce que voilà, ça veut dire que le site n'est pas vraiment fiable. Donc ça, c'est un produit qui va vous permettre de vous rendre compte de ça et ensuite d'effectuer les correctifs nécessaires. Et voilà, ça c'est en gros le type de visuel qu'on peut avoir. Typiquement pour chaque lieu, on a une visibilité sur leur temps de réponse, sur leur latence réseau, ainsi de suite. Okay. Et pour chaque test, on a vraiment les résultats correspondants. Ensuite, OK, donc grâce à ça, on est capable de d'avoir cette visibilité au niveau sur notre backend. On est capable de tester aussi notre site à travers différentes parties du monde. Si jamais le site n'est pas disponible, on peut effectuer les correctifs nécessaires. Par contre,
on a toujours ce use case qui est là, qui est le fait que voilà, un client me contacte, me dit qu'il y a un problème. Par contre, je suis pas vraiment développeur back-end, je suis développeur front-end. Comment est-ce que je vais faire pour investiguer le problème, pour savoir si oui ou non le problème est un problème front-end. Et ça, c'est le moment où le Real User Monitoring entre en jeu. Ok, donc c'est un produit, on appelle ça ROM, et c'est un produit qui est très très utile et qui va vous donner cette visibilité vraiment réelle, cette visibilité sur vos utilisateurs réels. Du coup, vous allez être capable de filtrer sur le user en particulier et de voir tout ce que le user a fait d'un point de vue front-end. Et en général, un produit ROM s'arrête là. Ça donne juste cette visibilité au niveau du front. La différence et la chose que Datadog a fait différemment, c'est qu'on est aussi capable de lier ce produit-là avec la partie trace. Et grâce à ça, on a vraiment une visibilité de bout en bout. Donc, du front au back, aux API, aux différents services, aux bases de données, et de voir vraiment à chaque fois tout ce qui s'est passé de bout en bout. Okay. Donc, pour récapituler, on a vu les trois piliers de l'observabilité. Ensuite, on a vu les produits synthétiques et Real User Monitoring, donc qui nous donne vraiment cette visibilité au niveau, cette visibilité par rapport à l'expérience à l'utilisateur. Mais en général, on a aussi besoin de créer des tableaux de bord qui vont nous permettre de, juste en un clin d'œil, de savoir quel est l'état de nos services ou de savoir si jamais voilà, on doit effectuer des actions. Et ça, c'est la partie dashboarding. En gros, voilà, on peut créer des dashboards à la fois business, mais à la fois applicatif, à la fois voilà, infrastructure, ainsi de suite. Okay. Toute cette partie-là est gérée. Pour les gens qui sont utilisateurs de AWS, de GCP, de Azure, ou même des outils comme Kubernetes, Docker, Elastic, etc., à chaque fois, vous aurez des dashboards qui sont là juste par défaut. Et on le fait pour plus de 600 itérations qu'on a. Et en plus de ça, si vous voulez customiser un peu, parce que chaque entreprise est différente, chaque équipe est différente, même voilà, à l'intérieur d'une entreprise, vous allez avoir des équipes front, back, SRE, etc. Et chaque équipe aura la possibilité de créer ses propres dashboards, qui sont adaptés du coup à ses propres use cases. Et c'est bien d'avoir des dashboards, mais on va pas voilà, se connecter sur Datadog tout le temps pour voir si jamais il y a un problème. Donc, on a besoin d'un mécanisme d'alerting qui va nous notifier pour nous dire qu'il y a un problème, soit par SMS, par mail, soit par Slack, pour nous dire qu'il y a un problème. Et à partir de là, nous, en tant que SRE, en tant que DevOps, en tant que tout ce que vous voulez, on peut aller regarder vraiment tout ce qui s'est passé grâce à tout ce que j'ai montré sur la partie métrique, log, trace, front-end, etc. Okay. Et si vous créez ces alertes-là, donc par défaut, comme pour les dashboards, vous allez avoir un certain nombre d'alertes qui seront disponibles, que vous allez pouvoir utiliser, activer juste à un clic. Et en plus de ça, vous allez pouvoir customiser aussi. Par exemple, si vous voulez, on va dire, monitorer le nombre de paiements en moyenne, pour savoir, voilà, typiquement si le paiement est bas, ça peut vouloir dire que il y a un impact en termes de la qualité des services. Donc voilà, vous pouvez créer ce genre d'alerte et ensuite, voilà, évidemment, vous serez notifié par le canal de communication de votre choix. Du coup, donc, grâce à toutes ces briques-là, on est capable d'avoir vraiment une visibilité vraiment haut niveau, si on le souhaite, mais une visibilité très très détaillée aussi, voilà, notamment pour les équipes techniques. Donc, pour récapituler, et je vois que Sekou-Djane a posé une question dans ce sens aussi, à quoi sert l'observabilité, quelle est, voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'observer nos applications? On a besoin d'observer parce que sans l'observabilité, en fait, c'est comme si, admettons, vous avez une voiture et que vous décidez de couvrir totalement votre pare-brise et ensuite d'accélérer sur l'accélérateur. Ça veut dire que vous êtes assez aventureux. Et le fait d'avoir le fait de ne pas avoir de solution d'observabilité, c'est exactement ça. C'est
c'est comme si vous vous mettez à la place du pilote d'un avion et avec zéro visibilité sur votre direction. Donc, ça veut dire que si jamais il y a des problèmes, vous n'êtes pas capable de les résoudre. Déjà, de les comprendre en premier, et ensuite de les résoudre. Et ça peut avoir un impact négatif sur vos clients. Et typiquement, les clients peuvent vouloir aller voir ailleurs. Donc, en espérant que c'est clair ces toutes années. Donc, l'idée de ça, c'est que donc par-dessus le pourquoi, on a vu aussi le comment. On a vu que grâce aux métriques, grâce aux logs et les traces, on est capable d'avoir cette visibilité vraiment back-end de toutes nos applications, de tous nos services, mais aussi grâce aux produits Synthetic Monitoring et Real User Monitoring, voilà, on est capable d'avoir cette visibilité complémentaire front to back de tout ce qui s'est passé. Peut-être, voilà, pour terminer là-dessus, la différence majeure entre Datadog et d'autres solutions de monitoring que vous allez avoir, voilà, là aujourd'hui j'ai fait la présentation juste par rapport à Datadog, mais il y a beaucoup de notions dont j'ai parlé qui restent vraies, peu importe le provider que vous choisissez. Donc la différence entre Datadog et pas mal de providers, c'est cette capacité à chaque fois à changer de perspective assez facilement. On peut aller des métriques vers les traces vers les logs vers voilà le réseau, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui se traduit vraiment en termes concrets pour les équipes. Typiquement, voilà, ça va leur permettre de minimiser le temps que ça prend pour détecter les problèmes, ce qu'on appelle des fois MTTD. Ensuite, minimiser aussi le MTTR, en gros le Mean Time to Resolution. Donc ça, c'est des notions qui sont très intéressantes pour voilà observer vos environnements. Et pour terminer là-dessus, je sais que on a déjà dépassé un petit peu le temps alloué. Je vais aussi avoir les questions. Mais voilà, j'aimerais juste vous montrer rapidement ce que vous avez sur la plateforme. Donc, la plateforme ressemble un peu à ça. Vous avez différentes menus qui sont disponibles. Ça, c'est une vue qu'on appelle la service map. Donc, c'est vraiment cette visibilité au niveau de tout ce que vous avez sur vos différents services. Donc, chaque cercle représente un service. Et un service peut être un service web, une base de données, un cache, une fonction serverless, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la visibilité au niveau applicatif. On a aussi une visibilité au niveau infra. Donc, typiquement, on a la host map qui est qui est excellent. Par exemple, si vous avez un environnement qui est multi-cloud, vous pouvez utiliser les tags pour savoir, par exemple, ce qui provient de Azure, de AWS, de GCP, voilà, pour avoir plus de visibilité. Et pour terminer, on a une période d'essai gratuite que vous pouvez utiliser pendant 2 semaines. Si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à jeter un coup d'œil. Pendant 2 semaines, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de Datadog. Merci Amadou, je viens de voir le lien sur le chat. Voilà, au moins vous allez pouvoir faire votre propre expérience et ensuite partir de là. Donc voilà, ça c'était à peu près ce que j'ai préparé pour vous. J'espère que ça a été intéressant. Maintenant, voilà. Amadou, si c'est OK, on peut attaquer la session Q&A. Je vois déjà des questions. Alors, une question de Falilou Mbaye. En ce qui concerne les outils d'observabilité SaaS tels que Datadog, est-ce qu'il peut répondre aux exemples OK. Ça, c'est effectivement un très bon point. Qui parle de SaaS en général parle de problématiques de conformité. Donc, en gros, c'est exactement voilà le sujet qui revient souvent. Donc chez nous on a du SaaS uniquement. Donc à chaque fois ce sera du SaaS seulement. On n'a pas voilà cette capacité à héberger vos données chez vous. En revanche, ce qui correspond à pas mal de clients, par exemple que ce soit voilà certaines banques, que ce soit des gens voilà qui sont dans des industries un peu régulé, c'est cette capacité à chaque fois d'avoir plusieurs régions. Par exemple, on a une région US. Donc ça, c'est dédié aux gens qui sont aux US. On a une région EU. Donc, typiquement, si vous êtes en Europe, vous allez utiliser cette région-là. Il y a une région, voilà, dédiée à la Chine aussi. Je crois qu'on vient d'avoir un data center au Japon. Donc, voilà. L'idée, c'est que vous allez avoir la capacité de stocker vos données
en fonction de là où vous voulez les stocker. Okay? Donc, voilà. Ça, c'est comment est-ce qu'on gère toutes les questions de stockage, toutes les questions liées à la géographie. Il y a d'autres questions aussi qui sont un peu de ça, par exemple, tout ce qui est chiffrement de données, tout ce qui est anonymisation de données, qu'on gère aussi. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, Fadilou, je peux envoyer des données, enfin des informations relatives à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air d'être très clair en fait. Hein. En plus, tu as répondu aux questions au fil de l'eau. Donc, je pense que c'était très clair. Alors, le temps que effectivement on vérifie s'il y a d'autres questions ou pas, Mohamed, déjà bravo pour ta présentation sur Datadog. Donc, certains ont découvert Datadog, d'autres pas, mais voilà, ça reste quand même une super belle solution et une expérience perso en fait. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal travaillé avec les grosses startups, ce qu'on appelle les scale-up pour le coup en France, et il y a pas mal de Datadog. Ils aiment beaucoup en fait pour le coup. Voilà, en termes de monitoring, d'observabilité. Donc c'était vraiment cool d'avoir cette session sur l'observabilité. Et je vois qu'il y a une question qui arrive. Donc juste le temps que tu la lises, Mohamed, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour le questionnaire de satisfaction. J'ai partagé dans le chat. Ça prend 1 minute à répondre. C'est très important pour Mohamed, pour nous, pour cette journée du cloud. Donc voilà. Mohamed, je te laisse lire la question de Abdelrahman. Ouais. Alors, en fait, ça dépend de l'aspect par lequel vous voulez l'attaquer. Mais typiquement aussi, la question c'est, voilà, je veux pas que les employés de Datadog accèdent à mes logs. On a des fonctionnalités justement qui vous permettent d'éviter que ça se produise. Donc même les gens qui travaillent chez Datadog n'auront pas accès à vos logs, sauf si vous vous-même vous donnez accès à ça. Ensuite, il y a voilà, des mécanismes de chiffrement qui sont en place aussi, qui vont vous permettre voilà, de vous assurer que si vous envoyez des données à Datadog, que n'importe qui voilà, ne puisse pas sniffer, tout ça. Ou même accéder aux bases de données de Datadog pour ensuite lire ça. Il y a une page sur justement la sécurité de Datadog que je vais essayer de retrouver et partager parce que je pense que c'est une page qui est intéressante, du coup, qui donne beaucoup plus de détails sur tout ce qui est sécurité des données en transit ou au repo, tout ce qui est voilà, question sur la compliance ou voilà, n'importe quel type de problème que vous pouvez avoir. Donc, j'espère que ça répond à la question, Abdelrahman. Entre-temps, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que, en tout cas, ça a l'air de répondre. Je vois un cœur sur le lien. Donc voilà. Bon, je pense que c'était très apprécié pour le coup. Merci beaucoup à Mohamed pour cette belle présentation. Justement. Donc, je reprends les mots de Abdelrahman. Pour le coup, belle présentation d'observabilité de Datadog, de ce qu'il est possible de faire. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup apprécié aussi. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour partager, aussi bien sur cette partie que effectivement sur la partie user group aussi, hein, avec Abdelrahman, sur laquelle vous avez travaillé ensemble. Et voilà, je pense que s'il n'y a pas de questions, la prochaine étape, c'est de dire répondez au questionnaire de satisfaction. Donc, encore une fois, très important pour Mohamed, ça prend 1 minute. N'hésitez pas à rajouter Mohamed sur LinkedIn. Je pense qu'il serait très ravi d'accepter. Voilà, vraiment. N'hésitez pas à rejoindre le l'IWS User Group Bamako aussi, pour le coup. Je pense que potentiellement ça peut vous intéresser, surtout si vous êtes à Bamako. Et puis nous, on vous dit merci beaucoup. Il y a 15 minutes de pause là, en fait,
avant qu'on fasse la session de clôture. Donc, ça va être à 16h30 GMT, à 18h30 heure de Paris. Et on va faire le quiz. Donc, le quiz de ce matin, on va le refaire pour le groupe parce qu'il y avait quelques difficultés techniques ce matin. On a envie de récompenser les gagnants. Donc, on persiste, on va le refaire ensemble. Donc, soyez au rendez-vous pour le quiz, pour récompenser en fait. Hein. Il va y avoir d'autres récompenses aussi. Donc, il n'y aura pas que les gagnants du quiz. Et puis ensuite, on va clôturer cette belle journée. En attendant, on clôture cette belle session. Encore une fois, merci Mohamed. Merci Amadou pour l'invitation. Avec plaisir.